La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur nos plateformes digitales et bien sûr sur la chaîne Télé Africa. Dans le studio aujourd'hui, nous avons donc le ministre de la Jeunesse, Mosley, toi qui connais bien comment on présente les ministres. Ça, c'est toi. Bonjour tout le monde. L'homme Oui. politique. Effectivement, nous avons sur le plateau le ministre de la le ministre de l'égalité des chances, de la jeunesse, chargé des Gabonais de l'étranger. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est l'intitulé de son ministère. Et évidemment, il revient du ministère du Travail et de l'Emploi. Et là, il s'occupe des questions en rapport avec la jeunesse. Et c'est évidemment en qualité de ministre de la jeunesse que nous l'invitons ce matin. D'accord, ok. Merci encore, Gina. Bonjour, comment tu vas? Salut la fraîche, ça va bien et toi? Tu es à la forme? Ça va. Ok. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Après votre dernière nomination, c'est notre première rencontre. Oui, je viens quand on m'invite. Une nomination qui a fait beaucoup parler d'elle. Je viens quand on m'invite. Ah bon? Les gens ont dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous ayez fait un post plutôt conscientiseur et éducatif. Conciliant, pour amener aussi bien ceux qui étaient en votre faveur. Il y a des problèmes. Il y a eu une polémique qui s'est dégagée du fait que vous n'avez pas mis trop de temps au ministère du Travail et que finalement vous retrouvez à l'égalité des chances de la jeunesse chargée de les Gabonais de l'étranger. Beaucoup ont vu en cela comme quelque chose qui était de nature à vous sous-classer quelque part. Ça sous-entend que ceux qui étaient là avant étaient des sous-ministres. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, c'est ce que vous sous-entendez. C'est ce qui est passé comme je disais sur mon post. Moi, j'étais très touché par ce post. Oui, comme je disais sur mon post, Dafresh a déjà eu à subir cette image que j'aime bien. C'est une scène de Capitaine Phillips, dans laquelle vous avez un commandant et 3 tireurs d'élite. Et ils doivent sauver un commandant de navire, un porte-conteneur américain. Et les 3 ont chacun une cible. Ils doivent tirer en même temps à chaque instant. Plus le temps passe, plus on va vers la mort du capitaine, du commandant. Et donc, à un moment, le chef de file donne l'ordre, il dit « execute ». Et les 3 tirent et touchent leur cible en même temps. D'accord? Pour faire court, à ce moment-là, lorsque un des tireurs d'élite s'arrête pour questionner les instructions du chef, l'opportunité de sauver quelqu'un est passée. Donc nous sommes des soldats. Donne-nous l'opportunité de regarder cette scène. D'accord. Tu veux une voix off? 117 here. 2 green, 1 red. We do not have a shot. OSS, I need eyes on. Sir, they're gonna shoot him. Gun drawn. Stop the tow. Roger, stop the tow. Execute. Qu'est-ce qui vous impressionne tant dans cette scène? Dans la scène, vous avez une image très simple, c'est que vous avez quelqu'un qui coordonne. Il a les 3 écrans. Dans les 3 écrans, il voit ce que chacun de ses tireurs d'élite voit. Et il a quelqu'un qui est censé remorquer le canot de sauvetage. Et à un moment, pour une raison que certainement 80% de son équipe ignore, il demande à ce qu'on arrête le remorquage. L'explication simple est qu'à un moment, au bas du 3e écran qui est encore au rouge et qu'il espère passer au vert, il voit le fusil d'un des terroristes apparaître.
Donc le calcul qu'il fait que s'il arrête le remorquage à ce moment, le mouvement de bascule va faire en sorte que la tête du terroriste passe dans la fenêtre de tir et qu'il puisse être abattu. À cet instant, celui qui remorque, s'il questionne les instructions du chef, on rate l'opportunité et le type est mort. À ce moment, les 3 tireurs d'élite, s'ils ne sont pas synchronisés, ils n'exécutent pas l'instruction, le commandant est mort. C'est comme ça. Ça, c'est ma philosophie de l'engagement autour d'un chef. Ah, d'accord. La philosophie de l'engagement autour d'un chef, c'est que le chef a une vue d'ensemble que nous, on n'a pas. Et à chaque instant T, il réajuste le positionnement de chaque joueur sur l'équipe pour répondre aux besoins de l'équipe. Plus loin, pour répondre aux besoins de l'équipe, pas pour répondre aux besoins des individus. Très bien. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler de la journée internationale de la jeunesse. On sait qu'elle est initialement organisée le 12 août, mais cette fois, au Gabon, elle est organisée en différé pour le 1er septembre, ce qui est prévu par rapport à votre ministère. Qu'est-ce qui a prévalu pour que cela se passe ainsi, alors qu'initialement, à la date indiquée, ça n'avait pas été communiqué aux populations? Non, mais on vient d'en parler. Lorsque, début août, les changements de portefeuille qui sont opérés ont fait en sorte que, entre le temps de faire une prise en main du ministère, les équipes de l'ancienne ministre, Madame Ondo, qui partait avec elle, les nouvelles équipes qui entraient, il était juste humainement impossible de tout de suite s'attaquer à l'organisation d'une journée aussi importante que la Journée internationale de la jeunesse. Donc nous avions pris la décision responsable de dire on va devoir la célébrer en différé parce que à ce stade, l'instabilité dans les 2 cabinets ou la prise en main du ministère commandait que nous prenions le temps de prendre la tâche avec les partenaires. Il y a l'UNFPA, il y a l'UNICEF, il y a plusieurs partenaires internationaux. On doit lire un mot du secrétaire général de l'ONU, donc ce ne sont pas des choses qu'il faut faire à la légère pour respecter le calendrier, mais au moins s'assurer que la célébration se fasse et qu'elle se fasse dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'on peut compter sur vos capacités, sur vos compétences pour redonner une nouvelle image à ce ministère? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des jeunes plutôt sur le plan professionnel? Et si oui, quels sont un peu les résultats que vous avez aujourd'hui? Moi, je rajouterais même qu'avant que vous ne preniez les rênes de ce ministère, la jeunesse était un petit peu laissée pour compte. Dans les discours, on en parlait. Mais les actions ces dernières années adressées à la jeunesse ou qui concernaient la jeunesse de manière concrète n'ont pas véritablement été faites. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez et que vous prenez à bras le corps cette mission, dans quel état vous trouvez d'abord la jeunesse gabonaise? Le thème de cette année, c'est au-delà de la jeunesse, au-delà du handicap. L'idée, c'est d'amener les jeunes à regarder cette jeunesse comme un potentiel et non comme un frein à quoi que ce soit. Et lorsqu'on dit que 65 à 70% de la population est représentée de jeunes, toutes les politiques du président de la République sont des politiques de jeunesse, puisque la majorité de la population à laquelle s'appliquent ces politiques, je vous l'avais déjà dit ici, les questions d'emploi sont des questions de jeunesse, les questions de santé, les questions d'éducation sont des questions de jeunesse. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre le postulat de départ qui dirait que rien n'est fait pour la jeunesse quand on a une politique publique qui s'adresse à 70% aux jeunes. Maintenant, lorsqu'on va regarder les activités spécifiques, là où nous allons intervenir, c'est de dire au-delà des politiques globales, le ministère de l'égalité des chances et de la jeunesse est censé être un ministère transversal qui regarde un peu, qui est plus en accompagnement des autres ministères qu'un ministère qui est dans l'action. Donc c'est pour ça peut-être que les gens ont toujours eu l'impression qu'il ne se passait rien, parce que le travail du ministère de la jeunesse est un travail d'essuie-glace. Comme je disais, de s'assurer que lorsqu'une politique publique est en place à l'éducation nationale, que cette politique intègre les questions de jeunesse, les questions d'égalité des chances, et ainsi de suite dans tous les secteurs. Maintenant, ce que nous allons regarder sont des questions un peu plus spécifiques, les questions d'accueil collectif, à savoir lorsque les jeunes ont des temps de loisirs, comment est-ce que ces temps de loisirs sont organisés par les communautés? Parce qu'il y a l'éducation en milieu scolaire et il y a ensuite l'éducation dans ces périodes un peu de d'oisiveté qui pourraient entraîner
d'un peu de débauche. Le cas, c'est qu'au Gabon, il y a beaucoup plus de périodes d'oisiveté que de temps de C'est pour ça qu'organiser les accueils collectifs, notamment des mineurs, nous permettront de commencer à les canaliser et les accompagner dans des programmes un peu plus civiques et un peu plus sereins, mais également l'information des jeunes. Lorsqu'on organise l'accueil collectif, on a aussi les jeunes au même endroit et donc toutes les informations qu'on voudrait leur passer sur la violence, sur la délinquance, sur les drogues, désormais on a ce canal-là pour le faire. On a aussi un programme de volontariat à l'international, de placement des jeunes à l'international, pour aussi avoir cette ouverture sur le monde. Ça veut donc dire que vous avez du personnel qui suit les jeunes hors du Gabon? C'est pas suivre les jeunes hors du Gabon. Ici, ce qu'on va mettre en place, c'est de s'assurer qu'avec des partenaires, c'est encore du work in progress, c'est avec des partenaires locaux, des sociétés de la place, qu'on regarde comment mettre en place des programmes pour faire du placement de jeunes. Une société qui a peut-être une antenne en Somalie, au Congo, en France, aux États-Unis, peut nous servir de véhicule pour dire, ok, vous prenez un jeune du Gabon, vous le placez dans votre filiale au Congo pour qu'il ait cette petite expérience, et ainsi de suite, de façon à commencer à organiser les activités de jeunesse autour de thèmes et de concepts bien précis. Accueil, comme je vous disais, collectif, accueil des mineurs, volontariat international, civisme, éducation civique aussi. C'est un élément très important pour nous. Comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes, peut-être lier ça à d'autres programmes tels que le programme des bourses, mais je ne serais pas contre l'idée qu'un jeune doit consacrer au moins de 15 jours à 30 jours de son temps de vacances à une œuvre communautaire. Aller travailler dans une mairie, aller travailler à la Croix-Rouge, aller travailler dans une ONG qui gère l'environnement, dans des centres d'accueil pour les enfants déficients, auditifs par exemple, dans les orphelinats. Donc on va les emmener justement à être en contact avec le civisme, à être en contact avec le handicap pour que très jeunes, nos jeunes compatriotes aient cette notion de l'handicap qui n'est pas un problème en fait. Lorsque vous aurez des activités avec autour de vous des personnes avec des handicaps multiples, normalement au fur et à mesure les jeunes accepteront ça et ne traiteront plus le handicap chez l'autre comme étant une raison d'être ostracisé. Initier des projets ou des programmes au Gabon, ce n'est pas un problème. Le plus souvent, le problème que l'on retrouve, c'est dans le suivi. Aujourd'hui, quels sont les acteurs qui vous accompagnent dans la différentes feuilles de route que vous avez décidé d'aborder? Je pense notamment au Conseil national de la jeunesse. Je pense aussi à toutes les organisations de jeunesse qu'il y a au Gabon et qui se sont matérialisées ces derniers temps par un certain silence. Je ne vais pas être méchante. Non, tout est question de formation et d'information. Lorsque nous regardons les questions de jeunesse, comme toute autre question, c'est d'abord le côté durable de ce que nous faisons. Sustainability, comme disent les anglophones. Nous allons avoir un problème, c'est comment est-ce que nous nous assurons que ce que nous mettons en place tienne et dépasse les institutions, dépasse les hommes. Quand je dis institution, c'est le cabinet ministériel qui arriverait demain devrait pouvoir avoir des systèmes qui vivent par eux-mêmes. Et ce que nous essayons de faire, c'est ce que j'aime appeler le marketplace economy, l'économie de place de marché. En disant toutes nos activités doivent être essentiellement assises sur des systèmes innovants qui disent qu'il y a un besoin, il y a quelqu'un qui veut satisfaire ce besoin. Notre rôle à nous, c'est de les mettre en contact sans trop d'intervention de l'État, de façon à ce que, un peu comme les marchés financiers, ce soit le marché qui régule leurs interactions. De façon à ce que tant qu'il y a un besoin et quelqu'un qui peut répondre à ce besoin, la plateforme qu'on aura mise en place permette aux gens de se rencontrer, permette aux gens d'avoir des activités sans que l'État n'intervienne à chaque fois. Et vous verrez que lorsque les éléments de ces marchés virtuels deviennent efficace, l'activité suit d'elle-même. Si vous voulez faire de l'accueil collectif, il ne faut pas forcément que l'État organise, construise et gère les centres. Il faut peut-être que l'État crée les conditions pour que quelqu'un organise, gère les centres et que les gens qui ont besoin d'aller dans ces centres, ils trouvent leur intérêt. Lorsque les deux trouveront un intérêt, le système devrait vivre par lui-même. Donc vraiment, chaque fois vous verrez nos actions, vous verrez que ce seront toujours des actions assises sur la mise en relation des gens, assises sur une économie de place de marché plutôt que des économies de subvention. On ne va pas tous les jours mettre de l'argent sur la table alors que le système peut se réguler et peut se nourrir lui-même. Le problème, est-ce que le tissu national aujourd'hui est prêt à ce type d'organisation? Le pitch sera là pour les aider. moi, ce que je voulais
par contre poser comme question, c'est est-ce qu'à l'époque de la GOC, vous avez déjà initié de tels projets? Oui, il y en a quelques-uns que je ne vous donnerai pas ici, mais si vous regardez GOC, vous avez vu, on en avait discuté ici une fois. On a notre dame de ménage qui est devenue aujourd'hui directrice générale d'une entreprise. Elle embauche, je pense, entre 20 et 25 personnes. On a notre coursier qui est aujourd'hui patron d'une société de transport et une société de mise à disposition de personnel, celui qui fournit les chauffeurs et lui qui transporte le courrier de GOC. Mais alors, on a aujourd'hui, que vous avez une manne financière qui vous sinon c'est ceux que je viens de citer sont jeunes. Ah, d'accord. N'est-ce pas? La ménagère, c'est pas forcément la vieille, c'est ça les stéréotypes. et on a Cup of Tea, qui est une start-up de jeunes Gabonais qui fait dans le thé, quinqueliba, gingembre. Nous les avons accompagnés. On a des associations telles que Barca Ovendo que nous avons accompagnés. Donc, nous avions déjà, parce que c'est la politique du président de la République, et chacun de nous, dans son petit domaine, se doit de toujours l'intégrer dans sa feuille de route. Comment est-ce qu'on intègre ça? C'est une entreprise, mais vous avez en charge désormais un ministère. Est-ce que le ministère a les mêmes ressorts ou pourrait avoir des ressorts similaires pour réellement impacter auprès de la jeunesse, auprès des organisations de jeunesse, auprès des jeunes entrepreneurs? Si j'ai pour habitude de dire que si un problème a pour solution l'argent, ce n'est pas un problème. In fine, au plus pénible de la chose, si ma vie dépend de 10 millions, je vais aller vendre un rein quelque part et puis je vais trouver les moyens. Trouver les moyens relève juste de l'ingéniosité de chacun. Pour ça, je vous ai dit, lorsque nous allons partir vers notre système de marketplace, l'État n'aura pas à débourser beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas dans un système où à chaque fois qu'on va mettre des politiques publiques en place, ce seront des politiques budgétivores. On va avoir des politiques très light où on fait de la mise en relation et c'est le marché qui se régule. Il y a un fournisseur pour des services, il y a quelqu'un qui a besoin de ce service. Nous mettons les deux en relation et derrière, on arrive à générer des activités et à les pérenniser. Donc c'est ce système de marketplace qui va être au cœur de l'organisation de la Journée internationale de la jeunesse cette année. Par exemple, la Journée internationale de la jeunesse, l'élément central de ça qui est le pitch, introduit ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc plutôt que d'aller justement comme d'habitude vers un système où on va aller voir le président de la République et lui dire on veut 500 millions pour accompagner les projets des jeunes, et donc c'est ce que nous appelons le love money. C'est l'argent qui est l'argent donné par le président avec le cœur parce qu'il a envie d'accompagner la jeunesse. On va aller vers le shark money, l'argent des requins, en disant vous avez un public qui écoute votre projet et qui va décider d'investir avec vous. Là, la réalité et la responsabilité est différente. Chaque fois que vous donnez à quelqu'un de l'argent qui est ce que j'appelle le love money, ceux qui font, c'est qu'ils se disent oui, mais Gina m'a donné 10 millions pour mon projet. Si je ne rembourse pas ou si mon projet n'avance pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors que là, on veut vous amener dans la réalité du monde des affaires. C'est un monde de requins. Steve Jobs a perdu Apple, qui était une boîte qu'il a lancée, qu'il a propulsée, parce qu'il n'a juste pas été suffisamment habile pour se protéger. Il a été plus habile pour revenir, mais les gens doivent comprendre que le monde des affaires n'est pas un monde où on est juste dans le monde des bisounours. C'est ça le concept même du pitch. En disant, nous, on aura des ressources de base, de départ, mais la marketplace qu'on crée, c'est vraiment entre les porteurs de projets et toute l'économie et toute l'épargne publique autour d'eux. Comment est-ce qu'on fait pour dire, il y a des gens tous les jours qui viennent voir pour dire, j'ai 50 millions, je ne sais pas quoi faire avec. J'ai 2 millions, j'ai envie de faire un business. Mais tout ce qu'on leur dit, c'est que le business, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour être des entrepreneurs et d'autres qui sont faits pour être des business angels. Vous lui amenez de l'argent à un entrepreneur, il vous génère des revenus. Donc, on va créer cette marketplace lors du pitch en disant, vous avez un projet, vous allez pitcher pour ce projet à la télé. Les gens vont entendre votre pitch, vont être séduits ou pas par ce que vous dites. Nous allons vous étriller parce qu'on n'est pas dans le monde des gentils où vous pouvez venir avec un projet qui n'est pas bien ficelé et on va vous laisser passer sur la base de tout le monde est gentil. Et ensuite, le public ou quelqu'un entend le pitch et vous dit, moi, je vais mettre un peu d'argent dedans. C'est ça la différence que nous, on va introduire, c'est sortir de cette ambiance bon enfant où à chaque fois que le président fait des efforts, met des sommes importantes sur la table pour accompagner des entrepreneurs, 1 an, 2 ans après, vous ne savez plus ce qu'ils sont devenus. Tout simplement parce qu'il n'y avait derrière aucune vraie responsabilité sur eux, sur l'argent qu'ils ont reçu. Donc maintenant, nous, on introduit le concept de responsabilité sur les fonds que vous prenez. Personne ne saura d'où vient le budget, même notre budget de base. Ce qu'on leur dira, c'est que cet argent a été donné par des business angels, des gens qui veulent investir leur argent dans des projets et ils doivent le gérer avec une rentabilité pour eux.
Mais Sinon, la presse présente ça comme un concours d'art oratoire, simplement. Un concours d'affaires. La presse de pitch d'affaires en fait. Non, c'est un pitch d'affaires. Vous venez, mais vous défendez votre projet devant des investisseurs. Seulement aujourd'hui, l'investisseur, ce ne sera pas seulement le président de la République ou le gouvernement qui vous amène du love money parce qu'on vous pousse. Ce sera le président de la République, le gouvernement, la politique publique, mais aussi les investisseurs extérieurs. Mais pourquoi alors avoir prévu des prix à l'issue de ce concours? Mais c'est un concours, vous gagnez quelque chose. Nous, déjà à la base sur le concours, on aura des packages qui sont de l'accompagnement avec des spécialistes, qui sont justement un soutien financier, c'est ça le prix. L'accompagnement plus le soutien financier de l'équipe, enfin du pitch, du projet pitch. Mais au-dessus, vous pouvez venir pour 30 millions et vous sortez avec 60 parce que le public a décidé de mettre chacun via Airtel Money 10 000, 100 000, 1 million dans votre projet. Et vous entrez là dans le pitch avec le concept de départ selon lequel l'entreprise, une fois que vous la mettez sur la place publique, pour des investisseurs, elle peut échapper à votre contrôle. Vous serez toujours actionnaire, mais elle peut échapper à votre contrôle parce que vous allez avoir des actionnaires qui vont être demandants. Ils vont vous dire, nous avons mis 10 millions, nous attendons une rentabilité de 10% tous les ans. Et si vous ne pouvez pas nous assurer cette rentabilité, on a un problème. Je pense que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça shark money. Que lorsqu'on donnera à un entrepreneur 50 millions demain, et il saura qu'il a des requins derrière lui qui viennent et lui disent, si tu arrêtes de courir, passez-moi l'expression, on te bouffe, il va continuer à courir jusqu'à ce que ce business devienne rentable. Sinon, après, les gens s'endorment. Justement, Monsieur le Ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà avoir une idée des mécanismes que vous allez mettre en place? Vous m'excusez, parce qu'en gros, je ne vais pas dire qu'on aura des soucis, mais les expériences passées, ou bien sûr, quelqu'un peut venir et c'est un business angel, et il met son argent, il ne va pas ensuite faire la police. Il met son argent, il y a bien sûr des exigences, mais qui fait la police pour s'assurer que cet entrepreneur continue de courir? Parce que des gens à qui on a donné de l'argent, ça me fait penser au Grand Prix de l'excellence. Vous me direz, c'est du love money? Marketplace. Vous êtes un business angel, vous êtes un entrepreneur, vous devez accepter que ce monde est un monde de requins. C'est un monde d'affaires. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, vous êtes business angel, vous prenez des participations dans une start-up, vous devez vous organiser pour suivre comment cette start-up est gérée, comment elle est opérée. Vous allez demander une place au conseil d'administration de la start-up, n'est-ce pas? Et donc, vous suivez votre argent. Ce n'est pas à moi de suivre votre argent lorsque vous l'investissez. Moi, je crée justement le marketplace. Je crée les conditions pour que le projet et l'investisseur se rencontrent. Je crée l'argent pour que celui qui est porteur de projet, pendant la phase de la compétition, parte d'un mauvais pitcher à un excellent pitcher pour pouvoir vous convaincre. Une fois qu'il vous a convaincu et vous injectez un peu des sous dedans, si vous êtes des petits actionnaires, vous allez vous arranger. On va aussi coacher les gens qui investissent en leur disant, mais écoutez, si vous êtes juste 10 à avoir mis 100 000, 100 000, 100 000, créez un actionnaire de 1 million. Et vous avez un représentant au conseil d'administration de cette structure pour pouvoir suivre l'argent que vous avez investi. Et vous allez voir que lorsque l'entrepreneur aura sur sa tête non plus l'État, puissance publique, n'est-ce pas, mais un peu de l'État qui donne le ton, et ensuite des investisseurs qui sont des sharks, qui sont des requins, qui viennent lui dire, monsieur, j'ai mis 50 millions dans votre business, tous les mois, je veux un rapport d'activité, tous les trimestres, je veux un bilan comptable, tous les ans, je veux une assemblée générale avec des stratégies de déploiement, de développement, dans 3 ans on est où, dans 5 ans on est où. Vous allez commencer à voir que les gens vont arrêter de s'endormir et se dire qu'on va continuer des politiques qui sont incitatives, mais sur lesquelles les gens ne se posent pas pour commencer à prendre au sérieux. Le chef de l'État met ses politiques en place pour dire que au bout de 1, 2, 3 éditions, on devrait commencer à compter 1, 2, 3 emplois créés. On devrait commencer à compter 2, 4, 6 emplois créés et ainsi de suite. C'est du win-win. On injecte, la politique publique accompagne, mais derrière, on a besoin d'avoir des résultats. Derrière, on a besoin d'avoir des jeunes qui ont les crocs, qui en veulent. Et c'est pour ça que le pitch n'est juste pas, comme vous avez vu sur le site, pour les cœurs fragiles. Vous allez vous faire étrier si vous venez avec un projet mal ficelé. Mais ceux qui sortiront de là seront des tueurs, seront des entrepreneurs qui en veulent. Et c'est là où on pose la question du profil des membres du jury. On a plusieurs consultants. Le candidat, il se prononce et ensuite on le teste. On a des consultants qui viennent de HEC Paris, de MIT, de London Business School, et on a des entrepreneurs à succès locaux aussi qui seront dans le jury.
Et ils sont là vraiment parce que eux ils sont les juges, mais ils sont non seulement les juges mais les coachs. Un peu comme les émissions musicales que vous suivez à la télé de Voice, chaque juge va choisir les projets dans lesquels il a foi et il aura une petite semaine pour prendre 3 jours pour prendre ces projets de l'étape de projet brut à l'étape de projet fini, à l'étape de projet pour lequel l'entrepreneur peut faire un pitch qui intéresse les investisseurs. C'est aussi un défi sur les juges parce que ils ont aussi leur prix à eux pour savoir qui est le meilleur juge, qui est le meilleur coach, qui est celui qui aura réussi à transformer quelqu'un sur un autre pendant plan, cette c'est phase. pas une petite plateforme de bouffeurs d'idées ou d'opportunistes? C'est ça, vous voyez, le pitch est censé régler ce genre de concept qu'on a au Gabon depuis des années, de dire je cache mon projet parce que les autres ont plus d'argent que moi, ils vont me le bouffer. D'accord? Et alors, c'est ça le monde des affaires. Lorsque vous avez vu les premiers cybercafés arriver au Gabon, celui qui a eu l'idée a fait ça dans son petit jardin, le lendemain matin, on a 50. Parce que même si tu arrives à lever les 50 millions, il y aura toujours un gars qui aura 51 millions. Il y en aura toujours un autre qui aura 60, donc il va faire la même chose. Donc tu dois dès le début savoir que l'idée que tu as, tu dois la défendre. Et ce que nous faisons dans le pitch, c'est justement les amener à se demander pourquoi lui il réussirait mieux que quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a intégré ça, il a intégré comment lui, en tant qu'entrepreneur, il porte le projet. Comment il structure l'équipe et les associés autour de lui. Au lieu d'aller prendre papa, maman, le cousin, la tante et les enfants, prends des gens qui ont une utilité à ton projet. Et c'est comme ça qu'on juge un projet quand tu pitches. On va vous dire qui sont vos associés. Et vous allez me dire, je fais un projet pour développer une plateforme web, mais mon associé, c'est un jardinier. Je vous dis, ça ne va pas marcher, passez à la trappe. Parce que si vous ne me dites pas que le gars est un informaticien de génie ou un spécialiste du codage informatique, je vais vous dire, mais comment est-ce que votre associé apporte de la valeur à votre projet? Donc oui, vous avez le risque. La seule chose que nous garantissons, c'est que le projet, vous ne serez pas expulsé du projet. Vous allez avoir des investisseurs et vous allez avoir 2 approches. La première, c'est que vous êtes sûr que vous allez conduire le projet. L'une des parties de la récompense, c'est que vous êtes accompagné par nos experts de grandes écoles de commerce pendant 12 mois pour s'assurer que le projet se lance bien. Et tant que vous garantissez la rentabilité aux investisseurs, vous n'avez aucun problème avec votre idée. Mais vous devez savoir que dès que vous vous endormez au volant, les investisseurs reviennent à la charge et vous disent, monsieur, c'est soit vous nous abonnez à la rentabilité. Quels sont les critères de participation? Vous devez être jeune, jusqu'à 35 ans. Les jusqu'à 40 sont autorisés à soumissionner. Si le projet est vraiment accrocheur, on va les sélectionner. Ensuite, vous devez avoir soit une idée, vraiment, on est juste au stade de l'idée qui a germé dans votre tête, soit vous avez déjà une entreprise qui tourne. Dans les 2 cas, lorsque vous êtes au stade de l'idée, nous on vous prend l'idée et on vous aide à la façonner et à la pitcher. Si vous avez une entreprise, vous devez nous dire, voilà mon plan de croissance, voilà ce dont j'ai besoin Urban FM, on a besoin d'un 2e studio, on a besoin d'une 2e caméra, d'un nouveau micro extraordinaire qui peut faire les interviews par satellite, on a besoin de ça, voilà ce que ça va nous rapporter demain. Et vous demandez l'investissement pour appuyer un projet existant, ou vous demandez l'investissement pour accompagner une idée de projet qui peut être brillante et qui peut être rentable. Ici, on ne parle que de rentabilité. Alors, lorsque les candidats envoient leur projet, lorsqu'ils candidatent, désolé pour la répétition, lorsque les personnes candidatent, qui fait la sélection? Puisque à ce stade-là, on n'est pas encore au partage avec les différents... Non, on va déjà choisir sur dossier. Vous allez avoir des idées qui ne passeront pas le premier filtre. Le pitch commence avec 50 candidats. Sur tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons ramener à 50, parce que le temps étant ce qu'il est, nous allons ramener à 50 qui vont pitcher. Ces pitchs seront enregistrés parce que derrière, on fait aussi de la formation de masse en disant, lorsqu'on fait les pitchs, les commentaires que les juges font aux candidats doivent profiter à celui qui est à la maison et qui a besoin de comprendre pourquoi le projet que lui il est en train de monter peut souffrir. Voilà, vous avez une déclinaison mini-série télé. Et donc, lorsqu'on arrive à 50, on va en garder 15 à peu près. Les 15, il y aura 9 qui seront choisis par les jurys, 9 ou 12. On a encore entre 3 et 4 jurys, mais si c'est 3 jurys, c'est 9. Et le 10e, c'est le public qui choisit parmi les 6 projets restants, celui qu'ils estiment avoir quelque chose, celui qui aura attiré leur attention. D'accord. Monsieur le ministre, je pense qu'on a fait le tour de la question. Gina, vous êtes convaincu par le pitch? La question n'est pas d'être convaincu, il y a quand même un problème qui se pose. On organise une journée internationale de la jeunesse, mais il y a une polémique qui s'est quand même dégagée avec le Conseil de la jeunesse qui estime qu'il n'a pas été suffisamment impliqué. D'accord. Monsieur le ministre, quels sont vos rapports avec cette institution aujourd'hui, du moins depuis que vous avez pris vos fonctions? Mais
Le Conseil national de la jeunesse est pour nous une organisation qui est censée fédérer et organiser, structurer les activités des mouvements et associations de jeunesse. Donc lorsque nous avons pris nos fonctions déjà au ministère du Travail et de la Jeunesse, nous les avons reçus en audience, ils ont soumis un ensemble de problèmes, nous leur avons donné une conduite à tenir, sont partis, ils ne se sont pas présentés, ils ne sont pas revenus vers nous. Lorsque nous avons organisé une deuxième réunion, ils étaient en tournée dans la Nyanga, donc ils n'ont pas pu se déplacer. On a reçu le secrétaire provincial de l'Estuaire. Le lendemain matin, on a vu un post sur Facebook que le bureau se plaignait de ne pas avoir été associé alors qu'ils étaient dans la Nyanga. Là, on a eu une réunion lundi et je sais que mon cabinet a essayé de joindre le président du Conseil national de la jeunesse qui se trouve actuellement dans le Haut-Ogooué. Il n'a pas pu se déplacer. Il nous a dit qu'il a envoyé 2 personnes, que nous avons attendu toute la journée jusqu'à 16h. Nous avons dû avoir recours au secrétaire provincial de l'Estuaire une fois de plus, qui lui est venu à participer aux travaux. Donc en ce qui nous concerne, le Conseil national de la jeunesse, organe supposé coordonner les activités de la jeunesse, sera un partenaire comme les autres. On a travaillé avec l'UNFPA, on a travaillé avec l'UNICEF. Lorsqu'ils se seront manifestés et qu'ils auront du temps à nous consacrer, on travaillera avec eux. Mais j'ai vu dans leur post qu'ils disent qu'on leur a demandé de faire des propositions. Je ne sais pas quel autre type d'implication quelqu'un peut avoir lorsque, à la réunion de lancement, on va leur demander d'amener des projets, des idées pour que nous puissions les intégrer. Et s'ils étaient là lundi, alors que le programme n'a été lancé que lundi, c'est d'abord un travail de cabinet. Monsieur Andy Ziengui, qui cite, est conseiller du ministre de l'égalité des chances et de la jeunesse, donc il agit en tant que conseiller. Or là, je pense qu'il y a encore quelques réminiscences de leurs anciens clashs lorsqu'ils étaient dans la même institution. Mais Andy Ziengui aujourd'hui est conseiller du ministre, donc le cabinet du ministre structure d'abord le projet. Lorsqu'on a fini de structurer, on a appelé les partenaires pour lundi. Ils ne sont pas disponibles sur la place de Libreville. Nous, on a des délais d'1 semaine pour le premier. Excusez-moi, mais à la fin de la journée, c'est le ministère qui conduit les politiques nationales en matière de jeunesse. Et s'ils ne sont pas disponibles, je ne saurais ralentir ou retarder un événement international une deuxième fois pour attendre qu'ils se rendent disponibles. Monsieur le ministre, je profite aussi de l'occasion que vous soyez là. C'est vrai qu'on parle de la Journée internationale de la jeunesse, mais ça me fait penser qu'il y a quelques temps, ou il y a quelques mois, ou quelques années, on avait une polémique sur la fête nationale de la jeunesse. Désormais, vous avez les rênes de ce ministère. Est-ce que vous pensez à un retour de cette fête, ou comme moi, vous vous dites que on doit arrêter avec les fêtes et passer au travail désormais? Je suis d'avis qu'on a une journée internationale de la jeunesse qui célèbre la jeunesse. L'idée pour nous, c'est de faire du pitch une compétition annuelle, en disant que chaque année, l'année prochaine, l'idée c'est faire 3 provinces, avant de passer à 6 et ensuite à 9, de faire 3 provinces et d'avoir cet événement annuel qui justement intègre la reddition de comptes du Conseil national de la jeunesse. Pour nous au ministère, chaque année, lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse doit faire un compte rendu de ses activités. Et donc, ils seront mis à partie avec leurs antennes provinciales justement pour organiser les séances de présélection des pitchers dans les provinces, et on aura une grosse sélection au niveau de Libreville. Donc, pour nous, la Journée internationale de la jeunesse va devenir un peu le rendez-vous annuel des jeunes pour dire on commence à les amener. Vous allez avoir des prix tels que le prix de l'innovation, en disant quel est le projet qui innove le plus. Donc pour nous, ça c'est la première édition. Donc toute l'année, nous allons nous focaliser plutôt sur ça. La débauche de moyens pour organiser une journée nationale en plus d'une journée internationale, à ce stade ne nous apparaît pas comme étant quelque chose de très pertinent. Il faut faire un bel événement, un événement qui draine la jeunesse, un événement qui ait du sens pour la jeunesse, un événement qui garde la jeunesse en haleine sur 12 mois et on attend la conclusion, n'est-ce pas? Et je pense que la journée internationale de la jeunesse nous apparaît à ce stade comme étant la date à retenir plutôt que d'en ajouter beaucoup plus. Monsieur le ministre, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu plus clair dans nos têtes, ce concept du pitch, même si vous voyez ça comme une fosse. Bienvenue dans la fosse. Vous mettez tout
quelque chose de... Oui, je sais que c'est un peu de provocation, mais il faut que les gens comprennent que le monde des affaires est un monde où on ne s'endort pas, où on ne vient pas en se disant tout le monde est gentil, tout le monde est beau, chacun va m'aider, la banque va m'accompagner. La banque va vous prêter de l'argent. Ils vont vous mettre un taux de 15%. À vous de gagner 16% pour être rentable. Si vous gagnez 13%, la banque viendra saisir vos biens. Il n'y aura pas de pitié. Donc, si on ne donne à l'entrepreneur gabonais que la notion du love money, qu'à chaque fois on va avoir des programmes publics qui vont vous donner de l'argent pour faire du business et vos business échouent, on risque de ne pas leur passer le bon message. Et donc derrière, en plus de ce love money qui sera là comme base de départ, il faut qu'on commence à leur introduire l'argent des banques, aller vers les banques, aller vers l'investisseur privé, de façon à ce qu'ils aient un peu des deux. Ils ont les politiques publiques qui les soutiennent à 150% pour accompagner les activités des jeunes, mais qu'ils ont aussi une partie de la réalité du monde des affaires qui ne se trompe pas entre les deux. Sinon, on va avoir une jeunesse qui va tous les jours attendre, alors qu'il y a certains qui ont des projets, qui ne vont pas participer au pitch, qui n'ont pas participé à toute autre forme de concours, mais qui ont un projet et qui pourraient se retourner vers X, Y, Z et dire: je vais voir un ami qui a de l'argent ou un monsieur qui est un homme d'affaires. Vous voyez, il y a plein d'hommes d'affaires au Gabon. Qui dans les quartiers sait qu'il pourrait aller pitcher devant un homme d'affaires que l'on sait à succès et venir le voir et lui dire: monsieur, j'ai un projet à vous vendre. Nous, on veut leur donner cette fin-là en disant, au-delà des politiques publiques que le chef de l'État va poursuivre, parce que c'est ça la volonté du président, que nous continuons à soutenir la jeunesse, il y a aussi le monde réel de l'économie. Vous pouvez aller vers un homme d'affaires à succès et pitcher devant lui en disant: monsieur, je suis venu vous présenter un projet qui va vous rendre riche en 2 jours. Il va s'arrêter parce que c'est un homme d'affaires, il veut faire du business en plus, et vous pitchez, il vous regarde, il dit: ok, vous m'intéressez, je mets de l'argent dedans. C'est cette deuxième réalité que nous aimerions apporter aux jeunes en disant: vous avez le love money qui est l'argent que les pouvoirs publics mettent à disposition de la jeunesse, et vous avez aussi un peu de shark money sur le côté qui est utile parce que ça vous garde éveillé. D'accord, merci. C'était donc monsieur le ministre de l'égalité des chances en charge de la jeunesse et des Gabonais de l'étranger qui un jour férié a décidé d'accepter notre invitation. On vous souhaite encore de passer une bonne fête et de rester connecté au programme d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.